à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme d'habitude avec Patrimoine Passion, le rendez-vous investissement passion ou alternatif de Smart Patrimoine. En l'occurrence, aujourd'hui, on s'intéressera à l'investissement dans l'or et notamment au cours de l'or qui dépasse les 2000 $ depuis hier. On se demandera si l'or est de nouveau la valeur refuge d'un certain nombre d'investisseurs. On essaiera surtout de comprendre le comportement des investisseurs vis-à-vis de l'or et des métaux précieux de manière générale. Est-ce que cela nous dit du contexte actuel? Nous en parlerons avec Arnaud Duplessis, gérant action thématique, spécialiste de l'or et des ressources naturelles chez CPR/AM. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, où cette fois-ci nous nous intéresserons aux différentes façons qu'il existe pour investir dans une start-up lorsque l'on est un épargnant particulier et que nous n'avons pas la chance tous d'être un business angel. Pour en parler, nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Mathilde Iclanzan, directrice générale de WeSeed, et Maxime Camus, cofondateur et directeur général de Grisby. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons donc avec Patrimoine Passion, le rendez-vous investissement, passion, plaisir ou alternatif de Smart Patrimoine. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une thématique d'investissement. On va s'intéresser à l'or, à l'actif or. Donc l'or qui dépasse depuis hier les 2000 $. Pour en parler, pour commenter cette actualité, nous avons le plaisir de recevoir en plateau Arnaud Duplessis, gérant action thématique, spécialiste de l'or et des ressources naturelles chez CPR/AM. Bonjour Arnaud Duplessis. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Donc on voit l'or qui redépasse les 2000 $. Il faut regarder, je crois, jusqu'en juillet dernier pour voir un tel niveau sur l'or. On peut se demander dans le contexte actuel si l'or redevient une valeur refuge pour les investisseurs. Avant peut-être de répondre à cette question, vous qui suivez le cours de l'or au quotidien, vous avez vu du coup cette pente, cette tendance se marquer depuis le début du conflit en Ukraine? Alors, je dirais le dernier point haut n'a pas été atteint en fait en juillet dernier, mais en juillet 2020 en fait. Donc on était en pleine crise sanitaire en fait à cette époque. Donc c'est quand même un autre contexte. Ouais. Effectivement, la crise en Ukraine a été un élément accélérateur de la tendance de l'or. Je dis bien accélérateur puisque en réalité la tendance haussière avait débuté quand même finalement dès le milieu du mois de janvier, après un petit coup de froid en fait lié à la publication des minutes de la Fed du mois de septembre en fait, du mois de décembre pardon, donc qui a indiqué plus clairement au marché en fait la normalisation à venir de sa politique monétaire, donc une remontée des taux d'intérêt, ce qui généralement n'est pas très favorable à l'or. Mais en dépit de ça, il était intéressant de constater que le marché de l'or s'est montré plutôt assez résistant, puisque au-delà de cette hausse des taux à venir de la Réserve fédérale américaine, les marchés ont commencé à prendre en considération le fait que l'inflation était là probablement pour durer, n'était pas simplement lié ponctuel au choc pandémique, mais était plus avec nous pour quelques années à venir. Et donc en fait, ça a redirigé un certain nombre d'investisseurs vers l'achat d'or, alors virtuellement. Oui, parce que au-delà en fait de la crise de la crise géopolitique en Ukraine, qui est bien entendu difficile à anticiper, en fait, on manque totalement de visibilité. On sait malheureusement qu'il peut se passer n'importe quoi. Je dirais au-delà finalement de cette crise géopolitique, les marchés ont pris en considération que les marchés de matières premières vont rester structurellement déséquilibrés. D'accord. Je rappelle en fait que la Russie, l'Ukraine en fait sont des acteurs importants en fait dans le monde des ressources naturelles. Bien sûr, cette crise en fait va créer quand même une restriction, finalement une pénurie d'offres sur un certain nombre de commodités et donc va entretenir quand même des cours assez élevés pendant longtemps. Et alors effectivement, notamment sur le blé pour l'Ukraine, mais également sur l'aluminium, sur le palladium en Russie, ça c'est. Mais on voit d'ailleurs effectivement en fait on voit dans cette crise, donc dans cette guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine, donc des flambées de matières premières qui existaient déjà avant. En fait, depuis la crise Covid, on voit des tensions sur l'énergie, sur les prix de l'énergie et sur les matières premières. Mais là, ça l'a encore plus exacerbé. Et donc en fait, vous le constatez notamment effectivement sur les
cours du palladium. La Russie est elle-même grosse productrice de palladium pour le coup. Absolument. En fait, la Russie représente environ 40% de la production de palladium qui, je vous rappelle, en fait, rentre dans la fabrication des pots catalytiques pour moteurs à essence. Donc, cette pénurie potentielle à venir sur le marché du palladium peut véritablement déséquilibrer la production automobile à ce niveau-là. Depuis le début de l'année, d'ailleurs, les cours du palladium ont bondi de presque 60%. Donc beaucoup plus encore que les cours de l'or, qui pour l'instant n'ont progressé que d'une dizaine de pourcents environ. Sur d'autres métaux, je pense au nickel notamment. Vous savez, les cours du nickel ont dépassé la barre symbolique des $100 000 la tonne, ont progressé en séance simplement hier de plus de 90%, donc c'est quelque chose d'absolument inédit. Donc tout ça, effectivement, exacerbe en fait, ces anticipations inflationnistes qui peuvent être un soutien quand même important pour le marché de l'or. Et alors on voit donc les investisseurs revenir sur le marché de l'or. Pourquoi est-ce que c'est un soutien? Parce que du coup on revient sur ce rôle de valeur refuge. En temps de crise, en temps d'incertitude, on va vers du coup des investissements en or réputés plus stables, ou en tout cas on sait qu'au final on a de l'or physique qu'on peut utiliser. Alors je pense qu'il y a deux éléments à souligner. Le premier, effectivement, c'est la valeur refuge, un peu l'actif de dernier recours en fait en cas de crise majeure, en fait, qui est un petit peu ce qu'on vit actuellement. Mais c'est également une réserve de valeur, je dirais surtout dans les environnements inflationnistes et précisément dans les environnements dans lesquels les taux d'intérêt réels restent bas. En fait, une des conséquences de la crise actuelle, c'est qu'après être remontés, les taux d'intérêt réels sont en train de replonger de nouveau. Sur le 10 ans réel américain, par exemple, on revient dans la zone des moins 1%. Donc on est revenu, grosso modo, sur les niveaux du début d'année. Et pourquoi? Puisque cette crise a une telle ampleur que tous les scénarios économiques sont en train d'être mis en cause, alors qu'on anticipait plutôt une poursuite de la croissance en 2022. On est en train aujourd'hui de se demander si on ne va pas assister à un ralentissement marqué, voire une récession en fait, de l'économie. Donc je dirais conjugué à cette reprise de l'inflation, on revient à ce fameux scénario de stagflation potentiel qui, vis-à-vis du marché de l'or, en fait, constituerait vraiment un soutien extrêmement fort. Alors, on l'a dit en début d'émission, donc là, on dépasse les $2000. Il faut revenir en juillet 2020 pour trouver les plus hauts sur l'actif or. Est-ce que là, c'est une nouvelle... ce cap des $2000 ouvre encore un potentiel pour l'or ou c'est une alerte, entre guillemets, mais ensuite, on va assister à une sorte de diversification? Difficile à dire en fonction du contexte géopolitique, évidemment, mais en matière plus de comportement des investisseurs. Alors peut-être en matière de comportement des investisseurs, je pense que tous sont un peu en ligne de mire, finalement, ce point haut atteint pendant l'été 2020 qui était à 2075. On n'est qu'à 3% aujourd'hui. Donc c'est presque étonnant, à la limite, que les cours de l'or n'aient pas progressé plus rapidement, eu égard à la violence en fait, de cette crise géopolitique que nous vivons aujourd'hui. Mais encore une fois, je dirais, tout ce qui est lié à cette crise géopolitique, par définition, est très difficile à anticiper. Je ne pense pas malheureusement que cette crise géopolitique se règle comme ça du jour au lendemain très rapidement. Mais je dirais toute amélioration de la situation pourrait soulager un petit peu l'esprit des investisseurs. Et d'autant plus que de l'autre côté, les actifs risqués que sont les marchés d'actions ont déjà quand même beaucoup baissé. On vient d'enregistrer une baisse de l'ordre de 25% environ sur les plus hauts. Alors dans le passé, lors de crises importantes, on a pu observer des baisses plus importantes de l'ordre de 35-40%, enfin sans parler en fait de la forte baisse liée au Covid en fait durant le premier trimestre 2020, mais qui était un petit peu encore très exceptionnel, rappelons-le. Alors, effectivement, vous mentionnez donc, le fait qu'on aurait pu voir l'or progresser plus. Alors, c'est vrai qu'à chaque fois que vous venez, je vous embête un petit peu avec les crypto-monnaies. Là, l'idée, c'est pas de vous embêter avec ça, mais de se poser la question, est-ce que l'or est autant une valeur refuge qu'il y a 10 ou 20 ans? Là, par exemple, effectivement, on a vu les investisseurs aller massivement sur les actifs obligataires aux États-Unis, dans un contexte incertain, face à d'autres actifs risqués. Est-ce que l'or, entre guillemets, a plus de concurrence aujourd'hui en matière de valeur refuge que par le passé? Alors, on avait déjà évoqué ce point la dernière fois qu'on s'est parlé et je vous avais répondu en fait
qu'autant on peut considérer les crypto-monnaies comme un actif de diversification dans un patrimoine, autant il me semble qu'on ne peut pas les considérer comme un actif défensif. Pourquoi ? Déjà parce que leur volatilité est incroyablement élevée. Je dirais, alors que la volatilité habituelle de l'or est de l'ordre de 14 à 15%, la volatilité du Bitcoin, par exemple, est de l'ordre de 50%. Donc c'est beaucoup trop, en fait, pour un actif défensif. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, contrairement à l'or, en fait, c'est un actif qui ne repose sur aucun sous-jacent, bien sûr, finalement. Et alors, au-delà des crypto-monnaies, effectivement, le fait de voir des investisseurs aller massivement vers des actifs obligataires, est-ce que là, par exemple, c'est quelque chose qu'on avait moins l'habitude de voir par le passé dans des situations incertaines ou on a toujours eu l'habitude de le voir et en fait, c'est quand dans des contextes incertains, les investisseurs vont vers l'or, mais aussi vers les actifs obligataires des pays qui remboursent le mieux leurs dettes? Alors généralement, les actifs de crise, par définition, sont souvent des actifs américains. On a bien vu, effectivement, pendant cette crise, les investisseurs se sont tournés de nouveau vers les emprunts d'État américains, dont les taux sont revenus, sur le 10 ans, on est revenu aux alentours de 1,70, 1,75, après avoir dépassé quelque temps le niveau des 2%, donc avant le déclenchement de cette crise. Les investisseurs se tournent aussi vers les devises, les devises bien sûr, oui, on voit le dollar progresser, comme le dollar on voit l'euro pour le coup reculer. Voilà. Oui. Et ce qui, pour les investisseurs en euros sur l'or, est un double effet positif, parce que habituellement, les cours de l'or ont plutôt tendance à bien se comporter quand le dollar baisse et réciproquement. Donc pour les investisseurs euros, ça constitue souvent une petite frustration. Et là, dans des effets de crise, depuis le début de l'année, le dollar américain a progressé d'environ 5% contre l'euro. Donc additionné à ces 10% de valorisation des cours de l'or en dollars, on arrive à peu près à 15%. La dernière fois que vous êtes venu en plateau, on a parlé de l'or, mais on a également parlé de ce qui produit de l'or, à savoir les mines d'extraction d'or. Aujourd'hui, dans un contexte géopolitique plus incertain que la dernière fois qu'on s'est parlé, d'un côté, on voit l'or qui revient sur ses plus hauts historiques, donc on peut se dire que ça peut porter l'activité des mines d'or, et de l'autre, on se dit que ces mines d'or, elles peuvent être dans des zones géographiques qui vont être impactées ou non par un soutien à la Russie, une neutralité vis-à-vis de la Russie ou des sanctions comme on a pu le voir, du monde occidental. Quelle est la situation aujourd'hui de l'activité d'extraction de mines d'or pour le coup ? Alors vous avez tout à fait raison de signaler ce point. La Russie produit grosso modo 10% de la production mondiale d'or aujourd'hui. Donc on est dans une fourchette de 300 à 350 tonnes d'or produites chaque année. Donc il est évident en fait que les producteurs d'or russes pour la plupart, en fait, quelques rares sociétés nord-américaines ont des expositions sur la Russie. Il est évident en fait que ces sociétés sont impactés par la situation actuelle. En revanche, les sociétés aurifères qui sont situées dans d'autres zones, quelque part profitent de cette situation déjà gérée par la remontée des cours de l'or. Mais il y a un lien direct entre les deux, entre la remontée des cours de l'or et du coup l'activité d'extraction de mines d'or. Oui, logique, puisque du coup ils vendent plus cher. Et donc, oui, direct, parce que le chiffre d'affaires, par définition, des sociétés minières se base d'abord sur l'évolution des cours, en fait. Bon, évidemment, ajusté par la production sur la période. Mais effectivement, ça met en avant de nouveau l'importance de la prise en considération du risque géopolitique. C'est la raison pour laquelle, dans notre construction de portefeuille, je dirais, ce risque géopolitique fait partie vraiment des points essentiels dans la sélection de valeurs dans lesquelles nous investissons. Merci beaucoup Arnaud Duplessis d'être venu décrypter avec nous ces tendances et notamment ce nouveau point haut, enfin cette approche du point haut donc, en matière d'investissement dans l'or, mais quand même on dépasse le seuil psychologique des 2 000 $. Arnaud Duplessis, je rappelle que vous êtes gérant action thématique spécialiste de l'or et des ressources naturelles chez CPR/AM. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Enjeu Patrimoine où nous allons nous demander comment investir dans les startups lorsque l'on est un investisseur ou un épargnant particulier, ce qui implique souvent des tickets moyens beaucoup moins importants que les business angels ou les grands investisseurs, voire même les fonds d'investissement. On va se demander s'il est tout de même possible d'investir dans les startups lorsque l'on est un investisseur particulier ou un épargnant particulier. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Mathilde Iclanzan, directrice générale de WICID. Bonjour Mathilde Iclanzan, bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Et avec vous pour en parler également Maxime Camus, cofondateur et directeur général de Grisby.
Grisby. Bonjour Maxime Camus. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine également. Alors, on trouvait intéressant de traiter cette thématique parce que investir dans les startups, on en parle souvent. On voit des levées de fonds toujours plus grandes, toujours plus conséquentes, voire même impressionnantes. Les startups, c'est également un sujet politique qui est souvent mis sur la table. On entend rarement quand même parler des petits épargnants, si je puis dire ainsi, quand il s'agit d'accompagner les startups dans leur croissance. Mathilde Liclanzan, c'est une des raisons d'être de WeSeed, d'investir directement dans des entreprises et dans des petites entreprises. Avant de parler des mécanismes, une première question que j'ai envie de vous poser à tous les deux. Quand vous échangez avec les épargnants avec lesquels vous travaillez, est-ce que cette thématique d'investissement dans les startups, portée peut-être par ce qu'on peut entendre dans les informations ou les montants mirobolants de valorisation qu'on peut voir, est-ce que c'est une volonté qui se démocratise de plus en plus vis-à-vis des petits épargnants ? Alors oui, tout à fait. WeSeed, donc nous, on existe depuis 2008. Et en effet, on voit une accélération ces dernières années de l'intérêt des particuliers dans les investissements donc dans des startups qui touchent essentiellement donc, à la transition énergétique et à la santé, en tout cas chez WeSeed. D'accord. Vous constatez ces deux thématiques-là en priorité ? Alors, ce sont celles sur lesquelles WeSeed s'est spécialisé aujourd'hui, donc pour lesquelles on a recruté des personnes expertes en fait, dans ce domaine-là. Mais oui, on a de plus en plus d'investisseurs. Aujourd'hui, on a la chance chez WeSeed d'avoir à peu près 200 000 investisseurs, qui est une communauté finalement énorme et qu'on continue à développer chaque année. Oui. Et vous constatez une montée en puissance depuis ces dernières années justement sur ce sujet-là parce que en fait, ça devient de plus en plus connu, entre guillemets, le fait qu'on ait des grandes réussites de start-up en France et donc une volonté de plus en plus d'épargnants d'y prendre part ? Oui, c'est vrai, il y a une accélération depuis à peu près 2017-2018. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les tickets moyens quand même augmentent. Il y a de plus en plus d'investisseurs et puis surtout, il y a de plus en plus d'entreprises qui sont intéressées à l'idée de solliciter ce qu'on appelle la foule des investisseurs particuliers pour les aider dans leur croissance, dans leur développement, faire connaître leurs produits, leur technologie. Voilà. Et donc, c'est ce que permet WeSeed finalement par une digitalisation complète. Alors, on va revenir sur le mécanisme effectivement de crowdfunding permis par WeSeed. Juste avant, Maxime Camus, j'ai envie de vous poser la même question. Alors, chez Grisby, vous ne faites pas que de l'investissement dans les startups, vous avez une solution d'investissement beaucoup plus large ou d'accompagnement d'épargne beaucoup plus large. Cette thématique d'investissement dans les startups, est-ce que vous la voyez monter en puissance également, de dire je vois des valorisations toujours plus grandes, des licornes, toujours plus de licornes en France, ou en tout cas une volonté d'en avoir toujours plus. Comment est-ce que moi, épargnant particulier, je peux intervenir ? Ça, c'est des questionnements que vous voyez aujourd'hui ? Oui, très clairement, ça fait effectivement quelques petites années. Et pour nous, notamment depuis 6 à 8 mois, on a un partenariat, on va y revenir, qui nous permet de proposer une solution d'investissement à nos clients qui est très intéressante. Nous, chez Grisby, on est à la fois effectivement un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, donc on accompagne nos clients sur l'ensemble de leurs problématiques d'optimisation fiscale et patrimoniale, mais on est aussi un acteur du digital. On a une plateforme qui permet aux particuliers de prendre la main sur la gestion de leurs finances et de leur patrimoine et d'être en mesure d'optimiser justement leur situation et de prendre les bonnes décisions pour optimiser cette situation. Donc, on a beaucoup de clients, comme chez WeSeed, beaucoup de clients chez Grisby qui ont une appétence avec les startups, avec le monde du digital et qui sont friands et qui suivent l'actualité. Effectivement, vous avez fait référence à l'actualité. Il y a une accélération très, très forte des levées de fonds et notamment des grosses startups, bien sûr, des licornes, pour la plupart des licornes qui lèvent des montants toujours plus importants. Donc, il y a cette curiosité qui est aiguisée à travers l'actualité que beaucoup de gens suivent. Et ils ont la possibilité aujourd'hui de participer à certaines aventures. Et c'est vrai qu'il y a une émulation qu'il n'y avait pas il y a quelques années. Bon, alors pour autant, on le dira, investir dans une start-up, ça n'est pas forcément gagné à tous les coups. Ça reste des petites entreprises et des entreprises qui peuvent être risquées. Quand on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait investir dans une start-up avec le prisme petit épargnant, donc avec des tickets moyens qui restent accessibles pour un plus grand nombre, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas tant de solutions que ça. Donc, on a décidé d'inviter ceux qui permettaient de le faire. Mathilde Liclanzan sur WeSeed. Donc, WeSeed, c'est une plateforme de crowdfunding. Et là, en fait, ce qui va être possible de faire, c'est, en tant qu'entrepreneur,
d'aller chercher des fonds sur une plateforme et de défendre son projet, et ce, même dès le début de l'entreprise, quelque part, où il y a une sélection quand même qui est faite sur des entreprises qui sont déjà un petit peu établies. Oui. On a quand même une sélection rigoureuse, c'est quand même l'objectif de WeSeed. Bien sûr, oui. On sait choisir donc des sociétés, on réalise nous-mêmes les audits, on réalise des due diligence. Il faut que la société ait quand même une preuve de concept et un début quand même de preuve commerciale, est une équipe qui soit solide et complémentaire, donc c'est ce que l'on regarde notamment en premier. Bien sûr, alors, c'est toujours très subjectif, mais ça reste quand même des éléments tangibles. Et puis surtout une technologie de rupture avec des brevets, avec de la recherche qui est attenante, et derrière une promesse, en tout cas pour un investisseur, que l'entreprise trouve son marché et se développe dans les années d'après. Donc là, début de preuve commerciale, donc effectivement, on n'est peut-être pas au tout début, mais on est quand même au début de la vie de l'entreprise. Oui. Et vous nous parlez de technologie de rupture, donc ça veut dire que quand on parle de start-up, dans l'imaginaire, c'est forcément effectivement en lien avec des nouvelles technologies, ou en tout cas de l'innovation. Il faut que ce soit au sens large. Innovant, exactement. Donc ça, c'est vraiment un prérequis, en tout cas chez WeSeed, c'est vraiment qu'il y ait une innovation, quelque chose qui crée de la valeur, crée de la valeur sociétale. On est très regardant sur ça, notamment on fait des scoring ESG qui permettent justement de valoriser la société. Bien sûr. Et donc ça fait partie vraiment des points qui sont non négociables. Et alors quand je suis épargnant, que j'ai envie du coup d'investir dans une société et que je vais sur une plateforme comme WeSeed, ça veut dire que je vais moi-même choisir, après la présélection qui a été faite, l'entreprise dans laquelle je veux investir. Et là, comment ça se déroule concrètement? Ensuite, je fais un chèque et puis ça y est, je suis actionnaire? On est intégralement digitaux, donc non, vous faites pas un chèque, vous inscrivez sur la plateforme, donc vous avez un certain nombre de procédures pour vous inscrire, parce qu'on est quand même contraint à des obligations réglementaires. Je rappelle que WeSeed est une entreprise d'investissement, et donc à ce titre est agréée par la CPR, qui est la Banque de France en fait. Et surtout, on va devenir actionnaire, donc en fait c'est très encadré. Exactement. Donc on regarde en fait le profil des personnes, votre connaissance des produits financiers, votre expérience dans les produits financiers. Donc après vous vous inscrivez sur WeSeed et vous pouvez devenir actionnaire à partir de 100 € donc dans une société, et tout se passe en ligne. Vous pouvez choisir les sociétés une par une, donc on vous fait des présentations, on vous présente l'équipe, on vous présente la technologie, vous avez accès à un certain nombre de documents, vous pouvez réaliser vous-même une partie de l'audit, en tout cas on vous donne tous les éléments pour prendre votre décision. Donc ça c'est ce qu'on appelle des investissements directs dans des sociétés, et ensuite on a développé aussi une nouvelle offre qui s'appelle des club deals d'investisseurs, dans lequel on va faire des partenariats avec des spécialistes en fait dans certains domaines, et on va sélectionner entre 5 et 10 sociétés que l'on va mettre dans un club d'investisseurs, et vous allez pouvoir, pareil, pour un ticket d'entrée qui sera relativement faible, à partir de 1 000 €, investir entre 5 et 10 sociétés en même temps. D'accord, donc là c'est une sorte de fonds adapté un mini-fonds adapté au crowdfunding. 100 €, alors effectivement quand on est épargnant particulier, ça permet d'investir à moindre coût. En revanche pour l'entreprise, il faut qu'il y ait beaucoup d'épargnants qui investissent 100 € pour qu'elle puisse lever des fonds conséquents pour sa croissance. C'est la force d'une plateforme de financement participatif, de crowdfunding, c'est-à-dire qu'on est capable d'agréger plusieurs centaines d'actionnaires. Alors, on dit que le ticket d'entrée est minimum de 100 €, mais dans la réalité, il est plus proche de 1 000 €. C'est-à-dire que vraiment, les investisseurs investissent environ 1 000 € et 8 à 10 fois par an dans 8 à 10 sociétés différentes. D'accord, donc vous constatez en fait dans le comportement une diversification dans les investissements, et ils ne vont pas chercher une entreprise. Bon, alors j'imagine effectivement que si c'est l'entreprise de votre beau-frère ou de votre cousine, effectivement, vous n'avez que dans cette entreprise, mais sinon, l'investisseur averti diversifie sur la plateforme. C'est vraiment ce que l'on prône, en fait, justement, cette diversification. Il y a du risque, vous l'avez dit. Donc ce risque, il faut le couvrir par la diversification. Alors le risque, on va y revenir juste avant. Maxime Camus, donc, vous nous disiez que vous aviez un partenariat avec Eurazeo. Donc là, on n'investit pas directement dans des sociétés, mais on peut investir, avoir cette démarche d'investissement dans la thématique start-up via des fonds pour le coup, et ce même quand on est un petit épargnant. On n'est pas obligé d'être millionnaire ou d'être business angel. Non, exactement. C'est la nouveauté. Nous, on a signé un partenariat avec Eurazeo il y a quelques mois maintenant. Eurazeo, c'est un acteur incontournable du private equity, donc dans l'investissement dans des sociétés non cotées, en particulier dans des sociétés innovantes, dans des startups, dans des scale-up. Et aujourd'hui... Alors, scale-up, c'est des startups qui ont réussi, c'est en hyper-croissance. Oui, on peut redire des licornes. Oui, voilà. C'est ça. Et donc, effectivement, aujourd'hui, les particuliers, sans être multimillionnaires, peuvent participer à des aventures exceptionnelles grâce à ce fonds
proposé par Eurazeo et qu'on distribue. C'est vraiment exceptionnel et on parlait de licorne il y a quelques instants. C'est vrai que participer à des aventures comme celle de Doctolib, de Back Market et de plein d'autres, le commun des mortels pense que c'est aujourd'hui totalement inaccessible. Ce sont des entreprises qui lèvent des centaines de millions d'euros. C'est ce que j'allais dire. Si j'ai un ticket moyen de 1 000 euros, qu'est-ce que Doctolib en a à faire, entre guillemets, par rapport à la valorisation actuelle? Oui, alors chez Eurazeo, il y a 2 fonds. Il y a un FCPR, c'est un fonds commun de placement à risque, qui est accessible à partir de 20 000 euros. Donc on n'est pas sur les mêmes tickets d'entrée, mais néanmoins, c'est aussi la démocratisation, c'est aussi une révolution. Ce type de fonds-là était accessible jusqu'à il y a peu de temps à des investisseurs institutionnels et les très grandes familles fortunées, avec des tickets minimums de plusieurs millions d'euros. Aujourd'hui, c'est accessible à partir de 20 000 euros. Donc, c'est assez exceptionnel. Effectivement, le fonds propose cette diversification. Donc, a investi aujourd'hui, le FCPR de Eurazeo Entrepreneur Club a investi dans une vingtaine d'entreprises innovantes. J'en ai cité quelques-unes, il y en a d'autres. Il y a United Credit, Swile. Celles qu'on voit dans la presse, quoi. Exactement, la plupart qu'on voit dans la presse. Et on peut participer en investissant à partir de 20 000 euros. Il n'y a pas de plafond, il n'y a pas d'avantage fiscal à l'entrée. Quand on investit dans un FCPR, donc il n'y a pas 18% ou 25% de réduction d'impôt sur le montant investi. En revanche, il y a un avantage fiscal à la sortie. Ça, c'est la contrepartie de la durée de blocage minimum de 5 ans. En général, quand on investit dans un fonds, que ce soit un FCPI ou un FCPR, c'est 7, 8 ans, jusqu'à 10 ans, on va dire. Donc ça, s'il y a une durée de blocage, il faudra qu'on y revienne également. Mais il n'y a pas de fiscalité sur les éventuelles plus-values générées à travers le fonds. Et donc, ça permet d'être exposé quand même à cette thématique starter. Je suis obligé d'aller vite parce qu'il nous reste 2 minutes. Et effectivement, il faut quand même qu'on parle de ce à quoi ça engage quand on investit dans une startup. Donc déjà, vous nous dites les fonds sont bloqués. Alors, de fait, parce qu'on accompagne la croissance de l'entreprise. Donc, il faut qu'on les laisse suffisamment longtemps avant de pouvoir les revendre ou en tirer une plus-value. Il faut attendre quoi? Le prochain tour de table de la startup pour pouvoir revendre ses fonds ou... Non, il y a une durée minimum légale qui est le 5 ans. D'accord. Pour bloquer les fonds, pour obtenir l'avantage fiscal, la contrepartie fiscale. Et puis, en général, c'est 7, 8 ans, ça peut être prorogé 2 ans. Donc en tout cas, pour le FCPR de Eurazeo, ça peut aller jusqu'à 10 ans. C'est 31 décembre 2021, donc un peu moins de 10 ans. Et Mathilde Clanzon, c'est la même chose quand on investit directement dans la start-up ou là, c'est en fonction de ce que va décider la start-up pour le coup? Alors, de ce qu'elle va décider, mais quand même au moment où on rentre dans la société, à partir du moment où on investit dedans, on signe un pacte d'actionnaires, un pacte d'associés sur lequel on se met d'accord pour une durée de 5 à 7 ans. Donc au bout de 5 ans, on se rencontre régulièrement évidemment avec les dirigeants, mais nous, au bout de 5 ans, on commence à expliquer aux dirigeants qu'on n'a pas vocation à rester pendant X années. Et donc, on défend en fait nos actionnaires et on défend la masse des actionnaires pour envisager une sortie sur une valorisation la plus élevée possible, bien évidemment. Il nous reste quelques secondes. Je voudrais quand même qu'on alerte un petit peu sur le risque d'investir dans des startups. C'est des jeunes entreprises qui n'ont pas forcément fait toutes leurs preuves encore. Donc, c'est des investissements qui sont risqués. Ce sont des investissements qui sont risqués, mais à tout risque, derrière, du coup, il peut y avoir un rendement important. Donc, c'est important de le savoir. Et je réinsiste sur l'aspect diversification. Il n'y a que par la diversification qu'au final, les actionnaires futurs, en fait, les investisseurs, y gagneront. Donc un investissement risqué mais accessible aux petits épargnants de 2 façons différentes, en direct ou via des fonds pour le coup. Merci beaucoup d'être venu en plateau nous expliquer cela sur un temps assez court finalement. Je vous prie de m'excuser, Mathilde Izanclan, directrice générale de WeSeed, et Maxime Camus, cofondateur et directeur général de Grisby. Je pense qu'il sera peut-être intéressant de revenir et de se poser la question ensemble de comment choisir les startups dans lesquelles on investit. Merci à vous deux et quant à vous, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h sur Bismart.